plaisir d'être avec vous une fois de plus, mesdames et messieurs. Vous nous pardonnerez certainement pour ces quelques minutes de retard. Et soyez rassurés, nos invités sont là avec nous. Et puis, nous allons décrypter l'actualité nationale et internationale en cette deuxième sortie de l'émission. On refait la presse sur la télévision républicaine. Et pour le faire déjà sur le plateau, Simon Métigué, il est communicant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Simon, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Bertrand, bon après-midi à nos millions de téléspectateurs. Merci de m'avoir convié à votre émission de décryptage de la presse. Il faut dire que ça c'est un moment très crucial pour les partis politiques parce que jusqu'ici on est resté avec le chiffre 13 partis politiques qui sont en liste pour les sénatoriales 2023. Oui, vous savez, je crois que c'est samedi dernier que Elections Cameroun a mis un terme au dépôt de candidature. Notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a fait carte pleine avec, donc nous allons compétir sur toute l'étendue du territoire dans les 10 régions et évidemment nous nous en sommes très fiers. Donc voilà, à cela il y a plusieurs concurrents, il y en a 13 comme vous avez dit. Dans l'extrême nord nous allons compétir avec, avec des partis comme l'UNDP, je crois aussi l'UPC. Dans le nord ce sera avec l'UNDP, le MDR et le FSNC, tous ces pays. Dans la Damawa, ce sera le combat des titans. Vous savez que depuis les régionales, avec l'UNDP, nous sommes au coude à coude lors des législatives de 2020 et municipales. Concernant les conseillers municipaux, nous en avions plus de conseillers municipaux. Et eux, ils en avaient plus de mairies, donc 3 mairies sur 5. Nous, on avait plus de conseillers municipaux, mais 2 mairies sur les 5. Et ils nous ont pris de coups, ils nous ont pris de coups lors des régionales. Et évidemment, les sénatoriales seront le moment idoine pour savoir qui des deux partis, notamment notre parti et le parti l'UNDP, qui des deux a une meilleure assise dans la Damawa. Évidemment, il y a d'autres régions, le littoral, le centre. Bon, au centre, et il faut noter que nous sommes seuls dans le sud et dans le sud-ouest. D'aucuns disent que le RDPC est le seul parti, c'est en tout cas une réalité, qui est dans toutes les 10 régions du Cameroun. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on devrait encore parler de compétition si vous êtes déjà partout, par contre les autres partis, vous citerez certainement le NUN et l'UNDP dans la partie septentrionale. Non, non, il faut comprendre une chose. Il est vrai que les pronostics nous donnent vainqueurs, les pronostics, mais il faut noter que l'élection garde toutes ses surprises. Donc pour être à l'abri de surprises, nous allons compétir. C'est à part les 2 régions que je vais citer, c'est-à-dire que le sud et le sud-ouest, dans toutes les autres régions, il y a des partis, autant il y a des partis valables. Il y a le MDR, le FSNC, l'UNDP, l'ANDP, le PCRN, le SDF, l'UPC et d'autres partis politiques comme le FDC qui nous challenge également dans toutes les autres régions. Donc il faut pas, on ne peut pas, on ne crie pas victoire avant la guerre. Donc ce sera la bataille et nous sommes parés pour cette bataille-là. Aucune élection n'est facile. Mais moi, je vais vous dire, nous avons eu, lors des régionales de 2020, décembre 2020, nous avons perdu 13 voix dans la Mofo-Afamba. Un parti politique où on avait 100% des conseillers municipaux, mais nous avons perdu 13. C'est pour dire que quand quelqu'un est dit élu, il est d'abord élu de la nation. Donc, il faut bien qu'on les convainc de ce que notre programme, il tient toujours, il est bon. C'est le travail que nous allons faire durant la période de campagne. On en parlera davantage pendant cette émission. Mesdames et messieurs, également sur le plateau, lui, il est journaliste Bran Kamga. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Bena et bon après-midi à tous vos téléspectateurs. Il faut dire que c'est la première fois que vous arrivez ici après la découverte macabre du corps du collègue Martinez Zogo. Vous avez été aussi touché, comme tous les journalistes d'ailleurs.
Très touché, Bernard. J'étais en retrait parce que j'avais quelques problèmes personnels à gérer. Et de retour sur Yaoundé, on continue de pleurer. C'est malheureusement le fait, il est déjà là. Et je me souviens de ce dimanche-là, quand je me suis réveillé de la campagne où je me trouvais, j'ai reçu des coups de fil, des messages. C'est vraiment triste, la liberté de la presse, la liberté d'expression prend davantage un coup. Et j'ai l'impression qu'on tue Martinez chaque jour qui passe depuis son décès parce qu'il y a des intimidations de part et d'autre. Il y a comme une atteinte à la liberté d'expression de ceux-là même qui montent au créneau pour essayer, n'est-ce pas, de dénoncer cette ignominie, ce fait macabre, cette cruauté, cette criminalité, il faut le dire, dans un pays qui se veut démocratique, dans un pays où toutes les chartes et conventions relatives à la liberté d'expression, aux droits de l'homme et bien sûr à la liberté de la presse sont ratifiées. C'est vraiment triste de notre part. J'ai parfois envie de dire que l'âme de Martinez Zogo repose en paix, mais étant un adepte de la spiritualité, on ne peut pas vous mentir, l'âme de Martinez ne repose pas en paix. Tant que les coupables, tant que la justice n'est pas établie, je doute fort qu'il repose en paix. On regarde parfois les films nigérians croyant que ce sont des montages, mais ce sont des faits réels. C'est triste, il y a des nuits où je me couche, j'ai l'impression de le voir devant moi. J'ai l'impression qu'il est triste de part et d'autre. Et je me dis, il faut que justice soit faite, qu'avant son enterrement, il soit en paix pour que la vie des autres continue. Parce que lorsqu'on a un décès, lorsqu'on a un mort dont l'âme est en train d'errer, parce que meurtri par la manière dont sa vie s'est achevée, c'est vraiment triste et ça peut avoir des répercussions très compliquées. On en parlera également vers la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une légère transition et nous irons en kiosque pour la première rubrique de cette émission. En kiosque, c'est le nom de la rubrique justement. Nous irons prendre les unes derrière cette transition. De retour sur le plateau, justement pour aller en kiosque, et on commence ce matin avec le journal Cameroun Tribune de ce jour par du recrutement dans les armées et la gendarmerie. Le journal titre à sa grande une près de 9500 postes ouverts. Deux communiqués du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense publié le 24 janvier dernier fixe les modalités pour ces recrutements qui concernent les candidats sous-officiers de gendarmerie et des armées, les élèves gendarmes, les soldats et matelotes de deuxième classe, c'est-à-dire au niveau des pages 10 et 11 du quotidien national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana parle également des infrastructures, de la protection de la biodiversité avec 34 milliards pour 4 initiatives. Des notes d'intention et conventions de financement ont donc été signées hier à Garoua par le ministre en charge de l'économie et le directeur général de l'Agence française de développement en visite au Cameroun. Cette information est à lire au niveau de la page 10 du journal Cameroun Tribune, qui au pied par des nominations au ministère des Relations extérieures. C'est le décret du chef de l'État au niveau des pages 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du quotidien national Cameroun Tribune. On évolue avec un autre journal en kiosque cet après-midi. C'est le journal Terre Promise qui parle de l'enlèvement des ordures à Yaoundé, de Malampi. La capitale du Cameroun croule depuis quelques jours sous le poids des immondices qui envahissent la chaussée et certains carrefours au moment où
un nouvel opérateur apparaît aux côtés d'ISACAM, cette structure en charge du ramassage d'ordures dans la capitale politique du Cameroun. Un autre journal en kiosque, c'est le journal Le Jour. Affaire Martinez-Zogo, premier élément de l'enquête, c'est la grande une du journal Le Jour. Il parle également des évêques du Cameroun qui s'indignent. Ils interpellent les autorités judiciaires à faire la lumière dans cette affaire. Le journal au pied gauche parle de la crise au Social Democratic Front, le SDF, qui se déporte au tribunal en ce moment où l'on court vers les élections sénatoriales. La crise au sein du SDF continue et se déporte au tribunal selon le journal Le Jour de ce jour. En kiosque également, un autre journal qui traite de cette information triste pour le secteur de la communication. Le journal L'Info à chaud écrit enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Paul Biya, au CED, le chef de l'État vient d'instruire le CED d'ouvrir une enquête sur les circonstances du décès de ce journaliste et d'en établir les responsabilités. C'est à lire au niveau de la page 2 du journal Info à chaud. De ce jour, le journal n'a pas manqué de parler des sénatoriales 2023 avec le PCRN qui cramponne au littoral justement à Douala. Cette information est à lire au niveau de la page 9 du journal Info à chaud de ce mardi. Un autre journal en kiosque, c'est le quotidien Eco News qui parle de débarcadère de Kribi, le poisson plus cher. Malgré les dispositions prises par les autorités de la ville de Kribi pour favoriser la pêche locale, le prix du kilogramme du poisson reste onéreux. Il varie entre 3 000 et 7 000 francs CFA, un coût un peu élevé pour les touristes qui fréquentent le débarcadère de Boamangan et autres. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? C'est un grand reportage du journal, le journal Eco News de ce mardi 31 janvier 2023. On continue en kiosque avec le journal L'économie qui parle de l'organisation de la CAN 2025, les atouts de la candidature du Maroc au moment où le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'apprête à désigner le 10 février prochain le pays chargé d'accueillir la CAN 2025. Regard sur les avantages du royaume. Il possède une offre touristique de premier plan avec des infrastructures, hébergement et transport et des terrains de football répondant aux standards internationaux. C'est à dire au niveau de la page 3 du journal L'économie qui n'a pas manqué de dresser le portrait du nouveau directeur général Adolphe Nwandongo aux caisses autonomes d'amortissement. C'est à dire justement ce portrait au niveau de la page 5 du journal L'économie. Un autre journal en kiosque, c'est le journal L'équation, le bi-hebdomadaire d'information de notre ami Richard Bandol, écrit famille Sumboul Angola, accusé à tort à travers par quelques aventuriers de diviser la famille dans une vraie fausse affaire de succession à la chefferie supérieure des Yessoum. Son Excellence Martin Barga Guélé a été livré à la verdict populaire ces dernières semaines, une affabulation car dans une mise au point publiée la semaine dernière dans les journaux et sur les réseaux sociaux, le chef de la famille Angola a présenté la vérité des faits sur cette affaire qui n'en est pas une. Il était donc temps. Le journal L'équation donne les détails de cette information dans sa sortie de ce jour, qui a également rendu hommage à Ernest Bouchouan qui
est parti pour l'éternité désormais. Un autre journal en kiosque, c'est Mutation de Georges Alain Boyomo, assassinat de Martinez. Les évêques indignés, les prélats dénoncent une société de violence et réclament un châtiment exemplaire contre les auteurs. C'est le journal Mutation qui l'écrit au niveau de la page 5. Un autre journal pour finir, c'est celui de Paul Ngwaré Kindi qui écrit Diocèse de Ndoumé en Bonban. Joseph lui offre un joli cadre des prières au peuple de Dieu de Bagofit. C'est à lire dans le journal Réalité Plus, qui revient également sur la remise des galons à 44 policiers en Manfé. C'était chic, écrit le journal de Paul Ngwaré et Kindi de ce jour. Et c'est à travers cette information du journaliste du journal de Paul Ngwaré et Kindi qu'on revient sur le plateau pour accueillir le directeur de publication du journal Info Majeur, Arnaud Nguéfar. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, frère, bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir à chaque fois. C'est la première fois après le décès de Martinez Zogo que vous arrivez sur le plateau. Vous avez été frappé comme tous les journalistes depuis ce jour-là. C'est une évidence. C'est une évidence parce que lorsque vous perdez un confrère de la trame de Martinez Zogo, et qui plus est dans des circonstances que nous avons vues, je crois que tout journaliste devrait s'indigner. C'est mon cas, je suis indigné et tout ce que nous attendons, c'est la justice. Pourtant, la lecture des unes, Simon, est-ce qu'il y a quelques-unes qui vous ont particulièrement marqué? Oui, il n'y a pas la plupart des unes qui parlent de la disparition tragique de Martinez Zogo. Il y a une du quotidien Cameroun Tribune qui parle du recrutement au sein de nos forces de défense. Près de 9500 postes ouverts. En fait, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, il doit y avoir un recyclage permanent de nos forces de défense, de telle sorte que nous soyons toujours parés à toute éventualité et que notre système de défense soit toujours à même de pouvoir défendre notre intégrité territoriale et nos frontières, que ce soit sur la terre, sur nos 12 000 nautiques au niveau des côtes littorales, 400 km, et évidemment de notre espace aérien. Je crois que c'est ce qui nous rassure le plus, et donc nous invitons évidemment les jeunes qui sont encore aptes à pouvoir compétir d'aller, parce que c'est aussi notre devoir de prêter main forte à notre nation et pouvoir la défendre. Voilà. Bran, est-ce que c'est possible, puisqu'on parle justement des recrutements, qu'on vit véritablement un recrutement sans vivre la corruption et autres? Vous vous souviendrez certainement, l'année dernière, on a écarté des rangs certains hommes qui frauduleusement se sont retrouvés dans les rangs des gendarmes. Ils avaient déjà commencé pratiquement la formation, ils ont été décalés. Que faire désormais? Je pense que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, donc avec suffisamment de sagesse et d'intelligence. Si nous vivons à son image, nous pouvons vivre sans corruption. Maintenant, le contexte, il est celui qu'on connaît. Un pays où, lorsqu'on lance un pareil recrutement, déjà psychologiquement, beaucoup de candidats partent perdants parce qu'ils ont l'impression qu'il faut avoir des contacts particuliers pour pouvoir obtenir le matricule, ce qui n'est pas toujours vrai. Il est possible, n'est-ce pas, de faire un recrutement objectif. Au Cameroun, c'est un peu difficile parce que lorsque vous regardez les 900
recrues qu'on a radié des effectifs l'année dernière, beaucoup se sont posé la question de savoir mais pourquoi c'est après le recrutement qu'on les a radiés et tout. Il faudrait quand même expliquer aux Camerounais qu'il y a tout un processus. Il y a la phase préliminaire, il y a ceux qui sont arrêtés pour aller en formation et c'est donc pendant qu'ils sont en formation accélérée, qu'on ouvre, n'est-ce pas, un certain nombre de dossiers plus approfondis, quitte à voir est-ce que son dossier est propre, est-ce qu'il a présenté un probatoire, un baccalauréat ou un BEPC fiable et bien d'autres encore. Et c'est donc à l'issue de cet examen-là qu'on a dû radier pratiquement 900 candidats. Mais maintenant, on sait très bien que le Cameroun, c'est un pays où on passe quelquefois des coups de fil et des noms à quelques autorités pour pouvoir, n'est-ce pas, accepter de prendre X ou Y. On le sait, on dirait que vous connaissez les gens à qui ces hautes personnalités vous parlez avec aisance. Non, mais écoutez, Bernard, nous sommes tous journalistes. Je rappelle qu'il y en a qui posent même des millions et qui, à la fin, n'obtiennent pas le matricule, n'obtiennent pas de poste et bien d'autres dans autant de phases de recrutement. Pas seulement, je ne parle pas seulement du recrutement dans les forces de défense et de sécurité. Je parle du recrutement au Cameroun dans son sens le plus large possible. Vous savez, soyons réalistes, le Cameroun, il y a des choses qu'on ne cache plus. Donc, il y a des gens qui payent des millions pour obtenir un matricule dans une grande école, mais qui ne réussissent pas. Il y en a aussi qui ne donnent rien, mais qui réussissent. Mais il y en a qui donnent et parce qu'ils ont donné, ça passe. Donner finalement à qui, Simon? Vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire aux uns aux autres qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit. C'est justement, il y a une certaine catégorie de personnes au Cameroun qui pensent qu'on monnaie les choses. Il faut se le dire, tout le monde qui fait un concours a au moins le diplôme requis et donc est susceptible de passer. Alors quelqu'un peut évidemment y aller et y passe, mais parce que peut-être ses parents sont allés dans des chemins tortueux et on pense que peut-être de toute façon on a donné l'argent qu'il a eu le concours. Non, il faut évacuer ça dans la tête des gens. Et justement, il y a certains, et c'est justement là où le bas blesse, ceux-là ils prennent des millions, ils donnent. Et les gens ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas pourquoi? Parce que justement, le chemin qu'ils ont pris n'était pas un bon chemin. Le seul chemin pour réussir un concours au Cameroun, c'est d'apprendre. De savoir que c'est une compétition. Ce n'est pas un examen. Un concours, c'est une compétition où seul le plus fort va réussir selon les conditions qui ont été fixées. Donc, les uns et les autres doivent se mettre cela en tête. L'argent ne servira à rien si vous n'avez rien dans la tête. Il faut se le dire. Aujourd'hui, dites aux gens que ceux qui réussissent au concours au Cameroun sont globalement ceux-là qui ont bien travaillé. C'est de ça dont il est question. Parce que, évidemment, beaucoup de personnes, on induit des gens en erreur. On dit les réseaux, parce que vous entendez, les gens parlent souvent des réseaux. C'est des éphémérophytes. On vous dit que des réseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Des réseaux jamais vus. On vous dit au quartier, il y a telle personne qui connaît telle, et qui connaît encore telle, et qui connaît telle. Il faut aller lui donner de l'argent. Vous prenez l'argent, partez lui donner. Et finalement, vous n'obtenez pas... Après, vous partez, vous voyez, après, vous entendez escroquerie, montée, descendue. Moi, j'aime bien à dire à ceux des enquêteurs que quand une personne vient avec une histoire comme ça, vous arrêtez les deux. Parce que justement, aujourd'hui, si on veut bien combattre la corruption, il faut commencer par faire pression sur ceux qui donnent l'argent. Dès qu'on met quelqu'un en prison, on lui donne 15, 10 ans. Les autres ne vont plus reprendre ça. Et écoutez, comment quelqu'un peut même d'abord prendre 2, 3 millions de francs CFA pour aller acheter un matricule? C'est ridicule. Avec 2 ou 3 millions de francs CFA, on crée une structure. Une PME. Donc un PME, on se met dessus. Arnaud, vous regardez Simon comme si vous étiez surpris de son argumentaire. Oui, j'en ris même. Parce qu'on a l'impression que Simon n'est pas au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun parce qu'il parle d'une réalité idéale. Mais ce n'est pas ce qui est vécu au Cameroun. Vraiment, je suis désolé. Mais il faut qu'il nous dise comment est-ce qu'on fait pour un concours se retrouver avec des noms qui ont une consonance de personnalité qu'on connaît déjà. Nous avons fait l'école avec les fils de ces gens. Ils n'étaient pas toujours les plus intelligents, vous le savez. Et comment est-ce que,
quand on se retrouve au niveau du concours, ce sont eux qui sont les premiers à réussir. Là, c'est une question. On ne dit pas que tous sont des camps. On ne dit pas non plus qu'ils ne doivent pas passer. Mais oui, je voudrais... Permets-moi de placer un mot même à l'école. Ce n'est pas toujours les premiers qui obtiennent l'examen en fin d'année. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais je dis que ce soit à l'école, que ce soit pendant les examens, on ne peut pas dire que c'est ceux qui passent qui sont les meilleurs. Et le contexte Cameroun, on le connaît. Il a parlé même comment je vais dire, de la sanction à apporter à ceux qui... Oui, on connaît le contexte camerounais et même les lois qui disent, oui, il faut sanctionner le corrompu et le corrupteur. Mais j'ai envie de lui demander, est-ce que chaque année vous lisez les rapports de la commission mise sur pied par l'État, par le président de la République, qui est chargé justement de lutter contre la corruption? Est-ce que vous lisez ces rapports? Est-ce que tous ceux qui sont dénoncés là-bas sont pris et mis en prison? Je dis non, parce que justement il y a un mécanisme pour traquer ceux qui sont coupables justement de corruption. Si on faisait comme il le dit, je crois que dès qu'on prenait le rapport de la commission de lutte contre la corruption, on devrait juste dire tel est désigné, tel ceci, tel cela, et on les mettait en prison. Non. Et puis, il faut le dire, l'affaire de réseau, ça existe au Cameroun. Peut-être, on va dire des preuves, on va dire ceci, mais ça existe également. Ça existe également. Il y a des réseaux, il y a des gens qui monnaient et passent des concours au Cameroun. Les meilleurs sont ceux qui échouent même parfois. Est-ce que Arnaud connaît un certain réseau? Quand on dit réseau, ce n'est pas dit que... Les réseaux, c'est quoi? C'est qu'il y a telle personnalité qui appelle telle autre personnalité pour dire j'ai mon fils, j'ai mon cousin, j'ai mon neveu, j'ai ceci. Et puis ça se passe comme ça, entre coups de fil, et puis vous allez voir des noms qui apparaissent sur des listes. Et cela, ça se passe comme ça, sous le regard des autorités qui ne disent rien. Mais, non, mais c'est qu'il y a une lutte pour la plupart autorités. Je voudrais quand même que vous reconnaissiez qu'il y a eu des enfants, des personnes qui ont été recrutées, y compris dans l'armée, et qui sont allés tomber au champ de la formation parce qu'ils n'avaient pas des capacités pour supporter cette formation. Bon, moi particulièrement, je n'ai pas encore... cherchez, vous êtes journaliste, cherchez, vous allez chercher, vous allez le savoir. Ça existe dans ce pays. Oui, Simon, donc, ne faisons pas comme si on est dans une planète autre. Non, c'est des choses qui existent au Cameroun. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse... Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. C'est des choses qui existent. Il faut dénoncer. Il faut qu'on arrive à une société où la méritocratie doit vraiment prévaloir sur tous les concours, autant que sur les examens. Simon, je vous relance. Il y a quelques jours, le personnel de la délégation générale à la Sûreté nationale présentait les vœux à leur patron, M. Martin Barganguele, qui, pendant son discours de circonstance, est revenu sur la question et il a rassuré les Camerounais qu'il n'y a pas de réseau. Et ceux qui vont essayer, que ce soit le corrompu ou le corrupteur, ils seront traqués. Oui, vous savez, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Vous savez, j'ai ri une fois, j'ai vu circuler sur la toile un nouveau gouvernement. C'était clair. Après on dit non, mais le gouvernement là n'est pas arrivé parce qu'on a parlé. Ah, j'ai éclaté de rire. Parce que les Camerounais ont de l'imagination. On imagine tout et rien. Et lorsqu'on n'a pas eu un concours, on dit beaucoup de choses. Moi, vous parlez du concours de la police, il est même en cours. Je crois que la fermeture du dossier, je crois que c'est le 17 février prochain. Ce concours, l'année dernière, avait 180 000 personnes inscrites. 130 000 ont composé. Vous savez, la DGSN a mis en son sein un système dans l'évaluation de numérisation. C'est-à-dire que la personne physique intervient très peu. Vous n'avez pas entendu parler de couac. Parce que, ok, les candidats eux-mêmes étaient davantage édifiés de ce qui se passait. C'était une anonymisation électronique. Je crois que c'est la même chose qui se passe toujours. Donc, mais malgré cela, vous allez quand même voir des gens qui vous disent que s'ils n'ont pas réussi, vous voyez bien, si on veut 2500 personnes et vous avez 130 000 candidats. Ça veut dire que vous avez 127 500 candidats qui vont échouer. Et bien sûr, les gens vont vous tisser des choses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui au Cameroun, globalement,
Je dis bien globalement. Il y a toujours des exceptions à une règle. Mais je dis globalement, ceux qui réussissent sont ceux qui méritaient cela. Je vais vous dire, prendre un cas de figure. Vous pouvez aujourd'hui être en bonne santé. Vous passez bien vos tests psychotechniques et vos tests médicaux. Vous arrivez en formation, vous avez un problème. Cela ne veut pas dire que s'il y a des enfants des nantis qui ont péri, il y a également plusieurs enfants de pauvres qui ont péri. Il faut le savoir, on ne va pas faire une stigmatisation sur eux. Et de deux, je rappelle une chose. Pour ceux qui pensent qu'on peut mesurer l'intelligence seulement parce qu'à l'école, on a eu ceci et cela. Nous, quand nous avons eu le bac en 2001, nous sommes allés à l'université. J'étais dans une classe, j'étais en terminale D, avec un de mes camarades qui était toujours premier avec 18 de moyenne. Mon camarade là perd son âme. En première année université, il était en filière physique, il a démissionné au premier semestre. Vous savez pourquoi? Parce que sur les SUV qu'il avait, il n'a jamais eu la moyenne, il a eu 3, 4 et demi, ainsi de suite, ainsi de suite. S'il était tellement intelligent et tellement génie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué avec ce génie-là? Il faut bien qu'on sache une chose, c'est qu'il y a une différence entre le concours et l'examen. Vous pouvez être en classe, on se connaît déjà. Psychologiquement, on sait que bon, c'est tel qui est. Mais quand vous arrivez dans un concours national où vous avez pratiquement des génies et des génies, c'est pas pour autant que, et de deux, le faible, lui, il est déjà au fond. Hein. Donc lui, il fait les efforts pour rattraper les autres. Et justement, quand on est nanti, on peut avoir 10 ou 15 répétiteurs. Ce qu'une famille modeste ne peut pas se payer le luxe de faire. Donc, tout est possible. Je pense une chose, c'est quoi? C'est que les Camerounais doivent faire confiance à leur système. Ils doivent faire confiance à ce système qui nous gouverne. Parce que ce sont les on-dit, les 8-dits, qui font que les uns et les autres vont dans des chemins tortueux, du genre il y a un réseau, et il y a ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Je rappelle que je suis allé un jour, je partais signer un dossier. Je dis bien, le maire était assis, lui m'a signer un dossier. Quelqu'un dit au gardien, je te donne mes 500, tu vas m'aider à signer le dossier. Je dis, mais mon frère, pourquoi le maire là-bas? Prends ton dossier, tu vas montrer, on te signe ça. Il était là à dire, non, je dis, allons. On est parti, on a signé mon dossier, on a signé son dossier. Le maire était dit, amenez vos dossiers, je vais partir. Mais en disant, lui, partez voir le vigile pour dire que, pardon, est-ce qu'il te donne mes 500, tu passes signer parce que je n'ai pas le temps. Je ne comprenais pas très bien parce que les gens ont intégré des choses dans leur façon de faire qui ne cadrent pas avec la réalité. Vous voulez faire un concours, armez-vous, préparez-vous suffisamment et mettez-vous psychologiquement que vous partez. C'est une compétition. Laissez les histoires que le réseau est monté et descendu. Il y a à l'ENAM dernièrement, il y a un mototaximène licencié qui a eu l'ENAM, cycle B. Ça veut dire que le gars, il a pris son temps, il fait la moto et il fait les cours. Donc le gars a pris son temps, il s'est mis dans la tête que je vais réussir. Et il a réussi. Pourquoi est-ce que des gens sont dans la logique de dire que le réseau est monté et descendu? Laissez les réseaux tranquilles. Bien. C'est ça le truc. C'est dit, Brand, la partie septentrionale, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut un tout petit peu s'enorgueillir pour des raisons que vous connaissez. Boko Haram n'est plus le Boko Haram qu'on a connu il y a quelques années du côté du nord-ouest et sud-ouest. C'est vrai que le calme revient tout doucement. Mais, depuis un certain temps, les recrutements, est-ce qu'il faut automatiquement renforcer la sécurité au Cameroun actuellement? Y aurait-il d'autres raisons? En toute objectivité, je pense qu'il faut renforcer davantage notre sécurité. Il y a un adage qui dit que pour mieux préparer la paix, il faut la guerre. La grâce que nous avons dans l'exercice de notre métier de parcourir le Cameroun profond nous donne raison. Il y a il existe des villages au Cameroun où il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de poste de police et ce n'est pas bien. Je pense que nos géostratèges sont mieux placés que nous pour définir
n'est-ce pas, les effectifs, l'organisation du système de sécurité et de défense de notre pays. Et le manque est véritablement criard. C'est vrai qu'on dénonce au même moment le fait que sur le terrain, il y ait peu d'éléments et qu'on en trouve aussi beaucoup dans les bureaux. C'est une autre réalité. Parce que tout le monde court pour aller au bureau, pour être à l'abri de quelque attaque que ce soit. Pourtant, le terrain, lui, il est vide. Il est important aujourd'hui qu'on ait de nouvelles recrues, qu'on renforce notre sécurité. Je rappelle que l'Est du Cameroun particulièrement a un sérieux défi à affronter parce qu'il y a les rebelles du côté de la Centrafrique et bien d'autres qui circulent à tort et à travers avec les dégâts qui vont avec. Il y a des enlèvements de part et d'autre, du bétail récupéré parce qu'il y a de la famine de ce côté-là. Et il urge, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir des éléments compétitifs sur le terrain pour stopper cette marche-là. Il en est de même du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et même dans d'autres régions du Cameroun, ces régions ne sont pas les seules qui sont sous la menace sécuritaire. Même à Yaoundé, on a un sérieux problème de système de défense et de sécurité. Quand je prends un exemple, vous habitez un grand quartier comme Emana. Ce grand quartier n'a pas de brigade, n'a pas de commissariat. Il faut renforcer parce que si vous avez un problème à Etoudi, il faut aller à Emana, il faut aller soit à Etoudi, soit à Messassi. Vous voyez que le temps d'intervention et d'interaction, il est très long. Dans un grand quartier comme Emana, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc je pense que ça coûte cher, mais nous devons prendre le risque d'y aller. Maintenant, faut-il y aller juste pour remplir des formalités? Faut-il y aller sous forme de corruption et recruter? Parce qu'il faut dire, au même moment qu'on est en train de recruter des éléments, il y a d'autres qui sont en train de déserter les rangs parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils se sentent frustrés, parce qu'ils se sentent malmenés, menacés et privés d'un certain nombre de droits. Vous voyez, c'est malheureusement cette réalité. Mais globalement, pour répondre à votre question, nous avons davantage besoin de sécurité au Cameroun. Il n'est pas question uniquement de nos frontières, même la sécurité doit être renforcée. Lorsqu'on parlait dernièrement sur ce même plateau des dérives de la jeunesse camerounaise, nous devons avoir des éléments qui soient, n'est-ce pas, prêts à neutraliser tous ceux qui veulent nuire d'une manière ou d'une autre la paix et la sécurité des populations. Merci. Également, le journal Le Jour l'a évoqué, le social-démocrate Front de SDF, Arnaud, pas toujours la tranquillité au sein de ce parti politique qui connaît quelques divisions aujourd'hui, même avec les sénatoriales qui sont déjà programmées, ils devraient quand même s'accorder et revoir plus tard. Oui, mais c'était prévisible. Quand vous suivez un peu l'actualité du SDF, si vous avez suivi l'actualité du SDF depuis un certain temps, c'était prévisible. Parce qu'il y a une guerre entre deux tendances qui s'affrontent. On va nommer des leaders de ces tendances-là, entre autres Nietzsche d'un côté et Joshua aussi de l'autre. Donc c'est normal dans un parti, lorsque on annonce une sorte de transition avec un homme de la carrure de Fundi, vous comprenez que les hommes comme lui ne se remplacent pas comme ça. Il y a toujours des tumultes lorsqu'il faut remplacer de grands hommes comme Fundi, parce que Fundi, c'est un homme quand même qui a porté haut l'étendard du SDF, même si aujourd'hui on peut assister à tout ce qu'on assiste. Et même Fundi, le nom de Fundi résonne dans l'avènement du multipartisme au Cameroun. C'est des hommes qu'on ne remplace pas d'un claquement de doigts. Donc, on peut comprendre la guerre qui existe aujourd'hui dans le SDF. C'est vrai, on peut penser à toutes sortes de dérives, à tout ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a lieu de laisser la justice, maintenant que c'est porté vers la justice, parce qu'il y avait trop de coups de gueule, trop de, j'allais même dire, de décisions qui sortaient à tort et à travers de part et d'autre. Je crois que la justice va nous aider à arbitrer
et à remettre le SDF un peu dans l'ordre, parce qu'il faut quand même dire que nous tous, avec tout ce qu'on a vu le SDF faire dans ce pays, avec Fundi dans les marches de 90, Fundi dans les élections de 2012, de 92, et aujourd'hui on voit ce qui se passe au SDF, on a envie de pleurer, parce que quand on parlait de l'opposition, on voyait le SDF, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je crois que la justice va nous aider un peu. Vous serez peut-être de ceux qui pensent que les idéologies du SDF ont changé, parlant du camp de ceux qui sont davantage proches du gouvernement ou alors de certains membres du gouvernement, et ceux qui pensent qu'on devrait être très radical. C'est perceptible. La guerre le dévoile. Cette guerre de clans le dévoile. Parce que vous avez la tendance aussi qui se rapproche de plus en plus du pouvoir et qui semble être supportée par le chairman John Fundi. Vous avez la tendance Nietzsche qui se désolidarise un peu et qui est plus collée vers cette opposition radicale, ce que refuse un peu le SDF aujourd'hui. Donc, moi je pense que cela est dévoilé par la guerre de ces clans même. Et donc, on peut souhaiter que la justice aide à rétablir de l'ordre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on peut tout dire, mais il y a dans des partis politiques, il y a les têtes qui ne doivent pas être mises à côté. Vous ne pouvez pas, dans un parti comme le SDF, sorti d'une autre... Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de discipline, il peut y avoir tout ce qui... Mais d'une autre dit que Nietzsche est écarté, Jean Tchomoulou est écarté, tel est écarté, non. Il y a des têtes dans... C'est comme si vous venez au RDPC aujourd'hui, vous dites Jacques Ndongo est écarté, Benoît Donsoumet est écarté ou tel est écarté. Il y a des têtes dans un parti qui valent. Et donc, on ne doit pas les manipuler n'importe comment. Je pense que cette guerre doit donner un temps de réflexion à John Fundi, qui doit un peu se retracter et réfléchir sur le sort de son parti pour l'avenir du Cameroun. Je voudrais vous relancer sur cet autre aspect de choses, surtout avec le SDF, où certains pensent qu'il faut rester avec la politique il y a longtemps avec le chairman John Fundi. Mais lui-même, le chairman, sa présence, par exemple, au Palais de l'Unité pendant la présentation des vœux au chef de l'État, devrait parler aux militants de son parti. Écoutez, moi je ne comprends pas le rapport entre la présence d'un Camerounais au Palais de l'Unité et son parti. Parce il que y a le palais... plusieurs de son parti qui pensent que les autres ne devraient pas se rapprocher du pouvoir. Du président de la République. C'est inimaginable. C'est le président de tout le monde. C'est le président de Nietzsche, c'est le président de Joshua, c'est le président de John Fundi. Donc si le président de la République voudrait voir M. Joshua aussi, il va le faire appeler, va l'inviter à venir. Et je crois que ça va de soi. Se parler de l'unité, donc tout le monde peut se retrouver là-bas. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait de procès à qui que ce soit. Ce que je voudrais dire, c'est que le président de la République, le président national de notre parti également, son Excellence Paul Biya, est le père de la démocratie au Cameroun. Et donc les partis politiques sont des acteurs démocratiques de notre pays. Donc nous sommes mal placés pour vouloir qu'un parti, ou du moins nous sommes des adeptes du fait que les partis soient en bonne santé pour qu'il y ait une saine concurrence politique. Les soubresauts au sein du SDF nous mettent mal à l'aise parce que évidemment c'est un parti politique avec lequel nous challengeons la plupart du temps et cela montre clairement la bonne santé de notre démocratie. Ce que nous pouvons les souhaiter, c'est de se parler. Parce qu'en interne, même quand il y a des dissidences, il y a des divergences, on se parle à l'interne et on essaie de trouver un consensus pour avancer dans le chemin qu'on s'est tracé. Mais je ne suis pas d'accord avec Arnaud qui fait un parallèle avec le RDPC. Il faut rappeler une chose, c'est que le professeur Jacques Famdongo, le camarade professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication, ou alors le ministre Benoît Ndong, nous ont toujours dit ceci: il existe deux personnes au RDPC. Deux. Il existe le président national et le RDPC. Nous autres, nous n'existons pas. Pourquoi? Ça veut dire que
Ça veut dire qu'il le dit en nous faisant comprendre que seule la discipline existe au RDPC. Personne n'est indispensable à part le président national et le RDPC lui-même. Ça veut dire que les règles, la liberté que nous sommes prescrites est notre liberté. Les règles que nous sommes prescrites sont notre liberté. Donc, il n'y aura pas de traitement de faveur pour qui va à l'encontre de la discipline du parti. C'est de ça dont il est question. C'est ça qui permet qu'aujourd'hui, ce n'est pas le professeur Famon Nongo n'est pas là parce qu'il est, comme vous dites, une grande figure. Il est une grande figure de par sa discipline, de par sa rectitude morale au sein du RDPC, au même titre que le camarade ministre Benoît. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que il faut que les individualités dans les partis politiques donnent le pas à la collectivité, parce qu'au demeurant, c'est le parti qui reste. Il y a une figure qui a disparu au RDPC, je crois que c'était le député, il était vice-président, Mbadam, je crois que le député Mbadam qui était mort, c'était une grande figure. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le RDPC, est-ce que le SDF ne va plus vivre? Et je voudrais dire, est-ce que le SDF est mort? Non. Ça veut dire qu'en fait, ici, vous comprenez donc pourquoi est-ce que ces aînés que j'ai cités préalablement, c'est-à-dire le professeur Jacques Famdongo ou alors le ministre Ndong, ils nous ont dit qu'au demeurant, c'est ce qui doit rester. Le président national est notre institution. Donc lui, il est là. Et le RDPC lui-même, nous autres là, on ne peut pas exister. On ne peut pas exister. C'est le RDPC. Lui aussi, il existe parce que vous existez. Donc il faut que les partis politiques, c'est un peu ce qu'on peut donner comme conseil à d'autres adversaires. À d'autres partis. C'est-à-dire qu'ils sont des adversaires lorsqu'on compétit. Mais au demeurant, c'est ensemble qu'on fait la démocratie. Donc on peut essayer de regarder ce qui se passe à gauche et à droite. Mais je voudrais revenir sur le précédent sujet, juste pour une parenthèse, pour dire que en réalité, contrairement à ce que j'ai peut-être pu suivre là, en 2001, le 25 juillet 2001, il y a eu des réformes qui ont été faites dans l'armée. Ces réformes étaient basées sur un triptyque: le rajeunissement, la professionnalisation et la spécialisation de l'armée. Quand je parle de rajeunissement, ça veut dire que périodiquement, on renouvelle les effectifs au sein de l'armée. Parce que d'autres vont en retraite, d'autres naissent. Parce qu'à un moment, il y a eu des moments où on n'a même pas fait de recrutement dans l'armée. Et donc, on se retrouvait avec des éléments qui étaient vieillissants. Donc, le président de la République a très bien compris ça avec les défis sécuritaires qui engageaient notre pays. Vous voyez l'auréole de feu, ainsi de suite. Il fallait préalablement préparer cela. Donc, le rajeunissement vous allez vous rendre compte que périodiquement, je crois tous les 2 ou 3 ans, il y a un recrutement qui est lancé, que ce soit à la police, que ce soit à l'armée. C'est dû à cela. Donc ça veut dire que, et déjà même dans tous les pays normaux, parce que la sécurité est l'un des éléments clés d'un pays. Donc, à ce titre, donc, la plupart des pays modernes recyclent les effectifs de leur armée. Bran, vous voudriez vous prononcer sur le sujet SDF? Je pense que la créature du président Paul Biya ne peut pas dire autrement. Il est dans son rôle, ça se comprend. Mais il faut dire que ce qui se passe au sein du SDF aujourd'hui aurait dû se passer dans bien d'autres partis au vu de son positionnement et de sa stature. Parce que beaucoup de choses qui se passent au sein du SDF aujourd'hui sont aussi préparées depuis le camp d'en face, c'est-à-dire au sein même du Rassemblement démocratique. Vous voulez faire le rapprochement? Non, parce qu'il y a automatiquement un rapprochement. Ceux qui connaissent bien la science, la géopolitique comprendront facilement ce que je suis en train de dire. Ah ben justement, diviser pour mieux régner, c'est pas forcément mauvais pour un parti politique, mais nous voyons en mal, Bran, avec les sénatoriales, autres élections qui s'annoncent, le SDF reste dans des divisions. Peut-être trouver un autre moyen pour remettre l'ordre au sein du parti, pour mieux avancer. On l'évoquait en la table de cette émission, le RDPC par exemple, qui, sur tous les fronts, sur l'étendue du territoire national, par rapport à ces sénatoriales, c'est l'unique parti politique
qui est représenté dans toutes les régions, peut-être à cause des faiblesses des partis de l'opposition qui se tiraillent au quotidien. Pourquoi ces partis se tiraillent au quotidien? Parce qu'on veut aussi les diviser tant de l'intérieur que de l'extérieur. Vous savez, les sénatoriales ont d'autres enjeux que vous et moi ne maîtrisons pas forcément, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun aujourd'hui. Les enjeux sont énormes, c'est plus que ce que l'on voit et c'est plus que de l'élection. Et si on était dans un pays normal, c'est mon point de vue, je le respecte, on devrait, n'est-ce pas, le permettrons pas, on devrait essayer, n'est-ce pas, de stabiliser davantage la situation dans ces deux régions avant d'aller aux élections. Je ne sais pas s'il faut les exclure, n'est-ce pas, de la compétition pour régler les... Parce que c'est tout ça qui est question. Je ne comprends pas bien. Au... Est-ce que le pays devrait s'arrêter et résoudre d'abord ses problèmes? Pourquoi pas? Vous êtes sérieux? Si on s'arrête une semaine et qu'il n'y a plus de... Je vous rappelle que ceux qui meurent au nord-ouest, au sud-ouest, ne sont pas que les enfants du nord-ouest et du sud. Ce sont les enfants de tout le Cameroun. Mais la situation de ces régions est très vaste. La situation de ces régions est prise en compte et c'est pas comme il le fallait, Bernard. Vraiment, excusez-moi. Vous savez, le Cameroun est un État fort à la base, bien que beaucoup se sont servis de cette force pour l'affaiblir. Régler le problème du nozo, ce n'est pas l'arme. Eux, ils le savent très bien. Au sein du SDF, ils le savent. Au sein du RDPC, ils le savent. Mais personne n'a jamais dit qu'il fallait utiliser l'arme. Ce n'est pas avec les armes, c'est un problème politique. Si on s'arrête pour le régler, et c'est un problème politique qui n'est pas d'aujourd'hui, on pourrait passer toute la soirée à parler de ce sujet qu'on n'en finira pas. Mais pour revenir donc au sein des querelles internes au SDF, il y a des forces exogènes, il y a des forces endogènes. Et vous savez, le président Nidjon Frondi qui a une certaine proximité avec le président Paul Biya depuis un certain nombre d'années, proximité qu'on considère d'une manière plus ou moins complotiste et coupable, n'est-ce pas? On considère que le président Nidjon Frondi a, n'est-ce pas, été phagocyté, il a été absorbé, il a réussi, n'est-ce pas, à tomber dans les bras du président Paul Biya, pour ne pas dire du RDPC et bien d'autres encore. Du côté du président national du RDPC, c'est tout à fait normal, parce que si vous réussissez selon les règles de l'art à anéantir votre adversaire, ça ne peut être que normal pour vous. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il y a une grosse force, une grosse machine en face. On peut soupçonner une quelconque coalition? Bien sûr. Bien sûr. À vous en face d'être fort. Or, vous voyez donc, on a des partis politiques de l'opposition qui sont suffisamment faibles et qui ne résistent pas parfois à la grosse machine qui est au pouvoir et qui lui dit, ben, écoute, voici, jouons ainsi. Les gens parlaient de la présence de John Frondi au palais de l'unité. Simon semble ne pas être il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Il a son point de vue. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Ce qu'a dit Simon tout à l'heure concernant justement la proximité entre le SDF et le RDPC tout à l'heure. Parce qu'on a toujours l'impression que lorsqu'on... si vous voyez le problème du SDF actuel, c'est un problème de respect des tests. Je ne pense pas que Simon au RDPC, le créateur Paul Biya et le vice-créateur peut-être SG, parce qu'il a dit que c'est les deux personnes qui existent. Non, moi, je dis le créateur et le parti. Si vous voulez, comme vous l'appelez comme ça, puis c'est notre créateur, nous tous, oui. Et le parti. Et le RDPC. Voilà ce qui existe. Voilà, ce qui existe. Voilà. Je pense que là-bas, il fonctionne en respect justement des tests du parti. Ça veut dire, si un militant sent qu'il y a une violation de test quelque part, peut justement porter l'affaire devant les tribunaux pour les faire régler. Et c'est le cas du SDF. Si des militants qui sont exclus du parti estiment que c'était en violation des tests, et c'était en violation des tests du parti, ils sont c'est de leur droit de porter l'affaire devant les tribunaux pour que ce soit réglé. Donc quand je fais la transposition, ce n'est pas absolument pour dire que non, il n'y a pas. Et autre chose, la proximité avec Frondi.
de Fundi et le pouvoir de Yaoundé n'est plus un fait indéniable. C'est un fait indéniable. Quand on avait vu cette proximité, on a pensé que c'était pour le catcham, comme on disait à l'époque, pour aller arrêter le président. Mais ce catcham s'est transformé en une certaine amitié. En kissing. En kissing, en une amitié. Et aujourd'hui, après John Fundi, eux, ils veulent se battre pour une amitié garder... un peu plus favorable. Et après John Fundi, ils veulent tout faire pour garder l'espace. Est-ce que vous connaissez un seul opposant qui n'a pas une proximité avec le pouvoir? Vous en connaissez un seul opposant au Cameroun qui n'a pas de proximité avec le pouvoir? Proximité quoi? Qu'est-ce que vous appelez proximité? Puisque vous parlez de proximité, c'est vous qui utilisez le mot proximité, je vous relance. Donc, pour ce type de proximité, il y a proximité. Pour cette proximité, moi je vais vous dire une chose. Je prends le cas du président national du directoire du MRC. Sa femme était ministre plénipotentiaire. Il y a nommé. Où est la proximité? Non mais attendez un peu, puisque vous dites que le fait que le chairman, attendez, le fait que le chairman, vous êtes en train de faire diversion de la République, non, ministre plénipotentiaire, non, je vais dire, fonctionnaire de la République. Il a été nommé. Les nominations sont déjà des fonctions politiques. Être fonctionnaire, avoir matricule, oui, ça va, mais je dis, elle était ministre plénipotentiaire. Vous voyez, c'est un grade de la diplomatie. Simon vient de nous dire qu'au Cameroun, on nomme des gens pour des appointements politiques. Bien sûr, il y a des fonctions politiques. Nous parlions de la méritocratie tout à l'heure. Bien sûr. Si elle mérite ce poste, il ne faut pas étouffer, Simon, permettez. Je note qu'on a une connaissance approximative du fonctionnement d'un État. Il y a des fonctions techniques. Oui. Il y a des fonctions politiques dans un État. Et donc, je prends au cas de l'armée. Dans l'armée, le poste de général, le dernier grade, c'est le colonel. Général, c'est un poste de fonction politique. Alors, on parlait dans vous êtes en train de alors, si vous me dites que le chairman John Fundi, qui n'a pas qui a des femmes, peut-être une des femmes, je ne sais pas trop bien, mais, ou des enfants, mais qui n'a pas eu une nomination. Attendez. La fonction publique camerounaise pour avoir cette proximité avec le chef de l'État. Je vais vous dire, jusqu'en 2020, le SDF était le deuxième parti de l'opposition sur le plan au Parlement. On ne parle pas d'opposition. Le premier, le deuxième parti, après le RDPC, c'est dernièrement que l'UNDP a pris le dessus. Donc, c'est normal, c'est une figure emblématique de la politique camerounaise. Et c'est de ça dont il est question. Il n'est pas n'importe qui. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le fait qu'il se soit retrouvé au palais de l'unité, au palais de tous les Camerounais, ou alors le fait qu'en allant à Bamenda, je crois à Boya ou à Bamenda, à Boya, je pense bien, que le président de la République l'ait rencontré. Je ne pense pas que ce soit un problème. Et même, est-ce que c'est parce qu'on est des hommes politiques qu'on ne peut pas être des amis? Combien de présidents de partis politiques Paul Biya a rencontré de cette façon-là? À votre connaissance. Vous avez souvent vu. Est-ce qu'on rencontre, je vais vous dire, je vous pose donc on a rencontré combien de présidents de partis politiques d'opposition? Le président de la République n'a pas rencontré un simple président de parti politique. Il a rencontré la deuxième figure politique du pays à cette époque-là. C'est de ça dont il est question. Et à notre époque. Écoutez, non, il a rencontré la deuxième force politique, le représentant de la deuxième force politique du pays. C'est de ça dont il est question. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, on ne peut pas dire que qui est John Fundi. On ne peut pas le dire. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'aucun leader politique n'a battu le record de Fundi. Je crois de 33% aux élections présidentielles. Il n'y a aucun. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et donc, que le président de la République rencontre la première force politique de l'opposition, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va dire que non, il y a ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça ne devrait même pas créer problème parce que justement, est-ce que nous concourons, on dit souvent que nous concourons tous au bonheur du pays. Et donc, des concertations entre hommes politiques, entre partis politiques, sont dans un pays normal comme le Cameroun, sont des consultations bien connues. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça pose problème. Mais en revanche,
Ce qu'il faut dire aux gens, Pour chuter. c'est qu'il faut apprendre aux gens la culture politique. Moi, je suis souvent sur les plateaux dans son autre vie, avec Arnaud, avec beaucoup de concurrents politiques. Mais lorsqu'on sort, on est ensemble, on peut prendre un jus, ensemble ou une bière. Est-ce que ça veut dire que nous faisons maintenant amis sur le plan politique? Non. Mais au-delà de nous avons un État, une république à préserver. Donc je pense que c'est tout à fait normal. C'est même des figures à voir la plupart du temps. C'est dans ce sillage que je voudrais vous relancer. Bran, est-ce que être opposant voudrait dire qu'on ne peut pas s'échanger sur les affaires de la République? C'est justement sur ce champ que je voulais en venir, pour dire que la proximité plus ou moins dénoncée entre Paul Biya et John Frondi n'est pas une affaire physique de salutation, d'échange, du tout. Ils sont tous des fils du Cameroun. Mais maintenant, il y a ceux qui se cachent en dessous d'une certaine proximité qui concourt, n'est-ce pas, à positionner X ou à Y, à faire manger, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes, une affaire de deal. Et lorsqu'on parle donc de deal entre deux figures politiques de cette échelle-là dans un pays, les deux figures ne concourent plus à défendre les intérêts, les droits et le développement tant souhaité pour le pays. Les deux figures, au contraire, contribue à asphyxier davantage le pays au profit des intérêts égoïstes et partisans. C'est de ça qu'il est question. Je ne pense pas que nous serons d'accord. Vous êtes libre de ne pas penser. Mais nous êtes obligés d'être d'accord avec moi. Vous devriez démontrer qu'effectivement, dans ce sens-là, atteindre un certain niveau, le carrure en politique au Cameroun devrait concourir plutôt pour le bien-être des populations. Vous parlez des intérêts personnels, pour quel profit? Ceux qui nous suivent, qui sont responsables du SDF, qui sont responsables du RDPC et qui ont ces informations, savent très bien de quoi je suis en train de parler. La grosse guerre qui existe au sein du SDF aujourd'hui, c'est préparer l'après-Frondi tout en maintenant un certain nombre, n'est-ce pas, de deals qui auraient été ficelés, n'est-ce pas, avec le parti au pouvoir, quitte à ce que cela puisse s'inscrire dans la continuité, dans le temps. Et il en est de même aussi au sein du RDPC, qui est le parti au pouvoir. Beaucoup sont en train de se positionner. Ils veulent, n'est-ce pas, préparer l'après-Biya tout en maintenant un certain nombre de choses. Sauf que malheureusement, ces choses ne font pas avancer le Cameroun. Ce sont des intérêts personnels. Arnaud, pour sortir, pour quitter... Alors, je prends acte d'une chose à partir de l'intervention de Simon. La première chose, c'est qu'il nous confirme que effectivement, pour être nommé au Cameroun, il faut être du RDPC. Est-ce que c'est Simon qui nomme les gens au Cameroun? Mais il est en train de il est son parti. Du RDPC. Il a dit qu'on peut pas accéder à une certaine fonction. Il faut avoir des considérations politiques du pouvoir pour être nommé à des postes de responsabilité. Des postes politiques. Ça, c'est la première chose. Des postes politiques. Qu'est-ce que vous avez les postes politiques? Ce que j'ai dit, il y a des postes techniques et des postes politiques. Et vous le savez très bien. Si vous permettez, je vais finir. Non, allons-y. Si vous permettez, je vais finir. On prend acte de cela, que Simon nous dit aujourd'hui que... Pourquoi vous insistez tellement sur... J'insiste parce que... Oui, il n'y a pas de souci. C'est normal que je n'insiste pas. Je suis en train parce que c'est grave. Je suis en train de... Parce qu'il nous dit... Parce que l'épouse du professeur Maurice Kamto est ministre plénipotentiaire et directeur de l'administration centrale au ministère des Relations extérieures. De fait, elle est proche du pouvoir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être votre pensée, peut-être mal entendu. Non, vous avez volontairement voulu ne pas entendre ce que je disais. Voici ce que je dis. Vous parlez de proximité. On peut réécouter la bande. Vous parlez de proximité. Avec le pouvoir. Vous parlez de proximité avec le pouvoir. Je vous pose la question. Et vous avez pris les gens. Et je vous pose donc la question. Est-ce que vous connaissez un seul homme politique au Cameroun qui n'a pas de proximité avec le pouvoir? Je n'en connais pas un. Et je vous dis que la femme, avant même de parler de ça, le professeur Maurice Kamto lui-même a été ministre dans le gouvernement. Et il a des amis. C'était pour des raisons politiques ou pour des raisons de compétence? C'était pour des raisons d'abord politiques. De deux, sa femme a été, je crois qu'elle a pris grâce de sa retraite il y a quelques jours. Elle-même, elle a été ministre plénipotentiaire
au Minerex. Et donc, si ce n'est pas le pouvoir, c'est quoi? Donc, arrêtons de dire que tel est proche et tel n'est pas proche. Tout le monde, dans un pays, tout le monde a des proximités avec le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que ces partis politiques ne sont pas à la recherche ni à la conquête du pouvoir. Peut-être la raison pour laquelle dans le gouvernement, on retrouve plusieurs responsables des partis de l'opposition. Non, en fait, il essaie de justifier la proximité du pouvoir de Yaoundé avec Fundi, que nous jugeons un peu incestueuse. Je vous prends un exemple. Pourquoi il pense que c'est le même deal avec tous les partis politiques? C'est pas le même deal, c'est un deal. Parce que nous sommes en plein processus électoral pour les sénatoriales. Vous vous souvenez des premières élections sénatoriales au Cameroun? Vous vous souvenez du deal qu'il y avait eu entre le RDPC et le SDF? Vous avez donné 14. Non, on n'a pas donné. Non, vous avez donné. Non, vous avez donné instruction. Comment vous appelez ça? Quelle instruction? Vous avez donné consigne de vote à vos conseillers municipaux de voter pour le SDF. Écoutez, c'est pas faux. Pourquoi vous n'avez pas donné également? Pourquoi vous n'avez pas donné la consigne au NDP? À l'UNDP. À l'ouest. C'est à l'ouest. Oui. Nous avions un problème à l'ouest, c'est que la plupart, sinon la quasi-totalité de nos dossiers ont été rejetés à l'ouest. Et donc, évidemment, il fallait bien que nous donnions une consigne. Vous avez donné la consigne. Vous parliez vous savez, vous dites ce qui va vous rattraper. Vous parlez des dossiers de la consigne. RDPC. Pour le SDF. Il faut savoir donc pourquoi est-ce que ce dossier du RDPC avait été rejeté. Non, avant d'arriver au niveau, des raisons. Je veux savoir ma seule question, Simon. Simon, en 2020, en février 2020, il y a eu ce même problème au département de Boyo, au nord-ouest. Le dossier du RDPC rejeté. Oui, on n'a pas compétit. On a donné consigne pour quel parti? On n'a pas compétit. On n'a pas compétit. On a donné consigne pour quel parti? Il y a combien de partis là-bas? Vous avez donné parti. Bon, à l'ouest, il y avait combien de partis à London? On en avait plusieurs. Vous avez choisi le SDF en mettant de côté d'autres partis qui sont de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que nous pouvons même... Une consigne de vote. Il peut m'arriver que nous donnions... Vous dites le parti a décidé que... Oui, mais évidemment, ça entre dans la politique. Mais ça fait partie du deal entre pas forcément le deal, parce que nous savons Simon ne parle pas de deal. C'est-à-dire que nous regardons que par rapport à ce que nous pouvons faire, voilà un parti qui peut se rapprocher. Si nous ne sommes pas là, on juge que bon, peut-être ce parti-là peut mieux faire pour l'intérêt des populations. Ça ne veut pas dire que, évidemment, il y a telle ou telle chose qui mettra en mal même l'intérêt du Cameroun. Que le dossier du RDPC peut être rejeté. Bernard, vous savez... Non, je pose la question, pourquoi? Parce que plusieurs fois c'est revenu, c'est le RDPC. Excusez-moi, je pense que j'ai quand même la chance, depuis qu'on a introduit les sénatoriales et bien d'autres, de suivre particulièrement ces dossiers au Conseil constitutionnel. Il ne faut pas prendre ceux qui nous regardent pour des fous et pour des idiots. Les responsables du RDPC ont des gens suffisamment intelligents pour constituer dossier pièce après pièce comme les normes électorales l'indiquent. Comme vous dites que ça ne peut pas arriver. C'est trop facile de venir nous dire qu'on a rejeté les listes des sénatoriales à l'ouest parce qu'il y a eu des erreurs objectives. Je dis c'est trop facile. La réalisation nous a suffisamment accordé de temps. On va prendre la transition et on en reparle. Attention entre le deal existant avec le parti au pouvoir et ce SDF dont nous souhaitons la reconstruction. Nous ne voulons pas que ce SDF, mais on veut que ce SDF soit debout et qu'il revienne, n'est-ce pas, aux idiots de la base, le pouvoir au peuple. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, au SDF, le pouvoir, c'est au pouvoir et non plus au peuple. Merci, mesdames et messieurs. Nous prenons une légère transition et on revient sur le plateau avec la thématique de ce jour.
Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. On revient sur le plateau justement pour parler de la liberté d'expression au Cameroun. Ma première question, Arnaud, liberté d'expression au Cameroun, mythe ou réalité? Oui, globalement, dans l'appréhension qu'on peut avoir de la liberté d'expression au Cameroun, on peut dire qu'il y a des pans de réalité, mais qui ont beaucoup de limites. Il y a une réalité qui se décline à la fois par une liberté de la presse, même si aujourd'hui, il y a des limites au niveau des contrôles de part et d'autre, ou bien de certains bras du pouvoir. Oui, réalité, parce qu'on peut se lever chaque matin et choisir un titre. Je suis directeur de publication, donc je peux faire ma conférence de rédaction, je choisis mes sujets, je les traite et je mets le titre qui me sied le mieux à la une, sans être inquiété. Il y a aussi que je peux me lever, je coordonne la rédaction d'une chaîne de télévision, je fais ma conférence de rédaction, je choisis le menu de mon journal sans être inquiété. C'est vrai qu'au niveau peut-être de la collecte, on peut être buté au niveau de l'accès aux sources, au niveau des pressions parfois du pouvoir. Là, moi je considère cela comme des limites. Mais il y a un pan de réalité qui existe dans la liberté d'expression au Cameroun. Même si aujourd'hui, il y a du fait, du contexte peut-être, une ambiance qui n'est pas très bonne pour nous, de la presse. Vous convoquiez tout à l'heure le cas de notre collègue Martinez Zogo à notre entrée dans ce studio. Et je crois que c'est un cas assez révélateur pour que nous comprenions que le contexte est vraiment celui de l'émoi et de la peur pour nous qui exerçons dans les médias. Mais ce n'est pas pour dire que c'est... Mais c'est de fait quelque chose qui suscite de la peur en vous. Parce que quand vous imaginez du dossier sur lequel travaillait Martinez Zogo, avant que ce drame n'arrive, vous vous dites, vous journalistes, vous hasardez à faire une enquête sur le même sujet, vous pouvez certainement vous dire, il y a quelque chose qui puisse vous arriver. Donc c'est psychologique, c'est psychologique, c'est un climat. C'est pour ça que je dis que c'est un contexte. Le contexte est celui de la peur pour nous. Mais il y a des pans de liberté de la presse et donc d'expression qui existent au Cameroun. Simon, vous écoutez les radios au quotidien au Cameroun, vous lisez les presses sur des plateaux de télé, vous êtes le plus souvent sur des plateaux avec des Camerounais militants des partis au pouvoir ou de l'opposition, vous écoutez. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on s'exprime librement au Cameroun? Le président de la République, quand il prenait le pouvoir en 1982, avait dit « Vous n'irez plus au maquis pour dire ce que vous pensez ». Je crois que c'est la réalité aujourd'hui au Cameroun. Le problème de Martinez Zogo est un coup contre l'histoire. S'il s'avère que c'est pour des raisons, c'est pour ces raisons-là qu'il a été assassiné. C'est pour ça que j'évitais... C'est pour ça que j'ai dit ce serait un coup contre l'histoire. Oui. Parce que quand vous regardez l'environnement médiatique au Cameroun, vous avez peur même de parler du libertinage. Vous avez peur de parler du libertinage. Moi, il y a des titres. Moi, je lis beaucoup de journaux. Je participe à beaucoup d'émissions où je suis envoyé par mon parti. Je vous dis, il y a des choses qui font froid au dos lorsque les gens le disent, mais personne n'est inquiété. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes, je vais les citer ici, où on peut dire tout. Ne parlons plus des nouveaux médias. Là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, vous vous souvenez que sur une chaîne de télévision ici, on a même été jusqu'à donner la parole à un casseur d'ambassade. Quelqu'un qui a violé systématiquement
l'intégrité territoriale de notre pays, parce qu'une ambassade, c'est un territoire camerounais. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau on a même donné la parole à certains criminels de haut vol. C'est jusqu'où comprendre ce qui se passe. Même le sujet que Martinez, au groupe à son âme, a abordé, peut-être en sa manière, ce sujet avait été traité et retraité depuis même, depuis que le président de la République avait instruit un audit. Donc c'est depuis qu'on en parlait. Donc c'est même dans cette veine que lui-même, je crois, à sa manière, a aussi continué. Donc, si il savait que c'est pour ces raisons, c'est parce qu'on a voulu le faire taire, ce serait un coup contre l'histoire. Parce que l'histoire du Cameroun fait état de ce que on ne peut pas nier qu'il y a une liberté assez exagérée d'expression au Cameroun. Et c'est finalement une exagération. C'est dans ce sens que je voudrais vous lancer, Bran. C'est parce qu'on est libre qu'on doit tout dire. Le Cameroun est une exclusivité universelle et planétaire parce qu'on utilise les atouts et les compétences pour faire du mal aux autres. C'est regrettable. Liberté d'expression, mythe ou réalité, j'ai envie de dire qu'il s'agit d'un mythe réaliste et d'une réalité mystifiée au même moment. Mais je voudrais aussi faire la différence entre la liberté de presse et la liberté d'expression. La liberté de presse n'est qu'un pan de la liberté d'expression. Parce qu'on parle de liberté d'expression, ça englobe un certain nombre de choses comme les manifestations, les mouvements, les associations et bien d'autres choses encore. Je suis donc sur ce plan, sur le plan de la presse, on a aujourd'hui atteint le seuil de libertinage. Un libertinage accompagné par nos dirigeants. Parce que ceux qui commettent sciemment des dérives sont protégés. Ceux qui font parfois bien leur travail. Qui les protège? S'il vous plaît, permettez quand même. Oui, je vous le permets. Bernard, à chaque fois que je parle, vous me coupez. Non, je suis très... Laissez-moi quand même. Je suis très sensible quand vous faites des affirmations et je me pose des questions si je peux avoir des preuves et puis je suis obligé de vous relancer sur la question qui protège ceux qui s'expriment librement sur des plateaux de télévision. Le Cameroun n'a pas deux protecteurs. Le Cameroun n'a pas deux protecteurs. Celui qui interpelle X, c'est celui qui protège Y pour les mêmes faits commis, parfois dans les mêmes circonstances. On n'a pas deux justices au Cameroun. On n'a pas deux forces de maintien de l'ordre au Cameroun. C'est la même entité. Donc parfois, vous avez des gens qui, certainement ce matin, ont raconté des bêtises à caractère diffamatoire. Et je rappelle que la loi autorise le procureur de la République de se saisir d'un dossier sans toutefois attendre que l'individu X ou Y lui en parle ou le saisisse. C'est-à-dire, nous devons atteindre le seuil où quand un journal publie X est beau, X est monté, X est descendu. On a tellement de cas dans ce pays, je ne veux même pas en citer pour ne pas blesser qui que ce soit, mais il y a des cas très graves d'accusation et de diffamation que nous lisons chaque matin et qui ne dérangent personne. Et il y a aussi parfois des vérités qui nuisent au bien-être d'un certain nombre de personnes qui parfois vous font interpeller, vous êtes attendu à tort et à raison et bien d'autres choses encore. Est-ce qu'à un moment aussi que c'est pas mauvais de se faire entendre si on a rédigé un article, mais que ce soit dans les règles de l'art, sans que vous ne soyez torturé et juste après quand les faits sont avérés, vous à un moment donné, les journalistes ne se sentent pas écrasé par ceux qui se disent journalistes et finalement on dit bon, on a interpellé journaliste, mais quand vous allez dans le fond, vous vous rendez compte que peut-être c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Merci de m'avoir aidé à cheminer davantage dans mon idée. Et ceux donc qui ne sont pas journalistes sont fabriqués par qui? Par certaines pontes du régime, qui sont parfois soutenus financièrement par ces pontes du régime pour tirer sur X. Bien sûr, s'il vous plaît, Bernard, excusez-moi,
C'est un problème tellement grave, tellement sérieux. Le Cameroun est malade aussi aujourd'hui par la qualité de l'information que nos citoyens reçoivent du jour au lendemain et par les manipulations et les interprétations Est-ce qui que en finalement, sont ce faites. n'est pas les journalistes qui ouvrent les portes, les professionnels Non, qui ouvrent les portes aux francs-tireurs? écoutez, il existe des journaux, il existe une journée. Simon, s'il vous plaît, il existe une liste de journaux entre guillemets pro-gouvernementaux dans ce pays qu'on connaît très bien, qui la presse patriotique et bien d'autres encore, qui chaque matin vous sortent 10 titres, 10 une qui pour encenser tel. Oui, Simon, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. L'aval de ceux qui nous disent il faut qu'on arrête cela, même si les journalistes ne sont pas parfaits. Il y a une corporation qui fait ou du moins qui fait de la peine au Cameroun, c'est la corporation de journalistes. Parce que justement, même lorsque il s'avère que dans des autres corporations, que des soutiens pareils arrivent pour essayer de démanteler ou désagréger certains individus, la sanction des pairs est toujours là. Vous ne pouvez pas faire ça au barreau. Vous ne pouvez pas faire ça à l'ordre des médecins et autres. Mais en revanche, est-ce que vous êtes capable de nous donner un ordre des journalistes? Mais écoutez, justement, vous ne pouvez pas lâcher cela. Le régulateur, justement, voit nos dirigeants ne veulent pas allusion à quelqu'un qui a à chaque moment fait des dérives. Il fait des dérives dans leur métier. Et que aucun autre de ses confrères ne veut bien lui dire, mais attention, ce que tu dis là, c'est pas cela. Mais si un jour on l'arrête, vous entendez tout le monde dire on ne peut pas arrêter aux journalistes, c'est empiéter le droit. Exemple clair, Bernard, il existe des journalistes dans des médias dans ce pays que le CNC, que nous journalistes remettons en question, mais que nous devons respecter parce qu'il existe. Est-ce que le CNC à un moment donné, on lui a dit de ficher le camp? Est-ce que vous savez que le CNC a l'opportunité de demander à l'État de retirer, d'empêcher un individu de continuer à exercer comme journaliste? Si on trouve que il y a trop de dérives, mais ils ne le font pas. Mais vous allez les voir, généralement pour certains, s'agiter, non, on a arrêté tel, on ne devait pas arrêter tel parce que les délits de presse sont montés au-dessus. Il faut qu'on se dise une chose. C'est un métier très important dans une république. Je crois que des métiers libéraux que je connaisse, le métier de journaliste est un métier très important. Parce que lui, il équilibre les pouvoirs. Et donc, il faut que ce soit d'abord la corporation de journalistes qui commence à faire ce qu'on appelle la sélection. Nos dirigeants. Vraiment, il faut être bref. En fait, je crois que Simon fait bien de le dire. Mais il le dit sagement pour leur intérêt, eux qui sont du pouvoir. Parce que je prends l'exemple du CNC, c'est vrai, c'est l'organe nous respectons, c'est l'organe qu'on a pensé pour réguler les médias, mais je dis, le CNC même est antidéontologique pour le journaliste. Oui. Vous connaissez cela. Parce que le CNC a combien de membres? Le CNC a combien de journalistes parmi ses membres? Et vous savez que notre code éthique et déontologique dit que il n'y a qu'un journaliste pour juger un journaliste. Mais le patron du CNC... Ce n'est pas une question de patron, c'est une question de conseil. C'est une question de conseil. Quand on dit conseil, la décision, c'est la décision du conseil. Ce n'est pas la décision du président. C'est la décision du conseil. Et vous le savez. La deuxième chose, c'est qu'il parle de l'autorégulation. C'est ce que nous souhaitons. C'est tout le mal que nous souhaitons, nous journalistes. Est-ce que nous pouvons arriver à l'autorégulation? Parce que la seule chose qui puisse aider le journaliste camerounais à s'en sortir, c'est l'autorégulation. Parce que tellement notre environnement est dilué, tellement dilué que nous nous demandons, nous par exemple qui nous réclamons journalistes d'un certain niveau, est-ce que nous avons encore la dignité d'exercer? Vraiment. Parce que vous voyez, c'est devenu compliqué. Et je vais finir, je vais finir par un cas relevé tout à l'heure. Il a dit, oui, Martinez, c'est un coup de l'histoire. Un coup contre l'histoire. Un coup contre l'histoire, voilà. C'est un coup contre l'histoire. Je suis d'accord avec lui. Mais, disons-nous que, parce qu'on a un peu peur de nommer, Martinez faisait une enquête
sur la ligne 84, sur les lignes 94. Mais vous n'avez rien ne nous démontre jusqu'ici parce que les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours, mais il y a ce qui est sûr. Les enquêtes, est-ce que on n'a pas l'assurance? Vous vous souvenez justement de la sortie de l'aîné sur une chaîne qui aujourd'hui... Nous avons aussi, non? Nous avons aussi, nous sommes journalistes, vous faites des enquêtes, non? Son enquête, la justice fait ses enquêtes, on va se retrouver pour revenir sur la question. Les enquêtes de la justice sont en cours, mais je dis, il est établi que l'assassinat de Martinez Zogo a une relation avec le travail qu'il faisait. Bon. Je vous dis, parce que il recevait des menaces. Nous autres, on attend. Vous recevez des menaces, non? Dans l'exercice de votre métier. Attendez, est-ce que vous pouvez me permettre de parler? Vous ne voulez pas que je parle? Non, attendez que je parle. On a parlé de la ligne 94, on a parlé de la ligne 55, on a parlé de la ligne 65, mais personne n'avait encore sorti des preuves. Bien, on va... Mais Martinez est allé aux preuves. Maintenant, la question qui fâche, c'est celle de savoir qui lui a donné ces preuves. C'est la première des choses. Bon, je ne veux pas qu'il me dise qui les lui a donné. À quelle fin? Et c'est là où les affrontements ont commencé. Bran, merci d'être venu sur le plateau. Simon, merci infiniment. Arnaud, merci d'être venu. On va se retrouver certainement la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine pour en parler davantage. Merci à tous nos collègues, nos collaborateurs qui ont travaillé depuis 13 heures pour la réalisation de cette émission. Merci à nos millions de téléspectateurs. Merci au directeur général de CAM10 et particulièrement au président directeur général pour ce qu'il fait au quotidien pour le rayonnement de la télévision républicaine CAM10. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Restez fidèles au programme de CAM10 Télévision. On se retrouve demain lorsqu'il sera 13 heures. Prenez soin de vous et à demain. Bonsoir. En Afrique,